canapé. Salut à toutes et tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette podcast qu'on enchaîne avec les deux chroniques arrivées. On avait déjà fait le résumé dans la première partie, donc Pas besoin de réexpliquer. voilà, je vais enchaîner sur ma chronique à moi. Donc, je vais vous parler de celui-ci. Tac. Ouah, la lumière. Tac. Il veut pas faire le point. Non, il ne veut pas. Bon, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un manga appelé Solana de Inyo Asano. Normalement, il est très connu pour Bonne Nuit Pom Pom. Je pense que c'est celui qui est connu. Et ce manga, en fait, pour être clair, je savais que Inyo Asano, c'est un des mangakas préférés de ma fille. Il m'avait conseillé de les lire. C'est un seul tome. C'est pas une série, c'est un tome unique, comme ils font certains. Et j'ai pris un bon claque là-dessus, sur les tonnes que, d'après que j'ai appris, parce que forcément, je m'ai renseigné un peu plus sur Inyo Asano, sur ça qu'il a fait, sur ses œuvres. Il est toujours caractérisé pour avoir un ton très réaliste, très terre à terre. En quelque part inspiré de ses propres expériences, même si c'est que des adaptations, c'est pas forcément ça, c'est pas des biographies en aucun cas, d'après qu'il dit. Et dans ces thématiques qui sont très marquées, très émotionnelles en soi, toutes, et c'est pas fait pas exception parce que ça, il y a quelques passages que c'était dur. Pour un manga, c'est pas évident. Une petite question, c'est une série, c'est plusieurs petites histoires ou c'est toute une histoire? C'est tout. Là, c'est l'intégrale. Okay. Je vais l'expliquer en fait. De quoi il parle, Solanine? Voilà, tant que tout me tire à la perche. Solanine, il parle d'un couple de jeunes qui habitent à Tokyo dans un petit appartement, qui sont la vingtaine passée et qui sont presque intégrés les mondes adultes. Récemment, et toutes ces conséquences d'adapter ce monde. Elle, qui c'est finalement la protagoniste, principalement, plus que lui, mais les deux, en quelque sorte. Il a une travailleuse à des bureaux, il y a un nom très particulier en japonais, je le sais, mais je ne serais pas incapable de le dire. Et lui, il vit des petits boulots, qui a aussi un nom très particulier en Japon pour des gens qui font ça, qui travaillent des petits boulots en petits boulots. Sans être un CDI nulle part, etc. Ça c'est, moi j'ai lu un manga il n'y a pas longtemps comme ça, ils appellent ça des fritteurs, je crois. Oui, ici dedans, il te dit les noms spécifiques. Pour les voir, c'est eux. Là, peut-être ici, voilà, ça c'est les couples qui parlent, tous les bouquins, par ailleurs. Et ces vivances, ça dure un an et des brouettes, tout ce qu'il explique, je pense, sauf la fin, tout dernier chapitre, que c'est un épilogue de quelques années après. C'est très touchant, parce que c'est une histoire déjà sans prétention, dans le sens de qu'on ne va pas vivre des histoires épiques, on ne va pas vivre des grandes histoires d'amour, ni rien, même si leur histoire c'est quand même une grande histoire d'amour. C'est une tranche de vie. Mais c'est très touchant pour cette côté terre et pour toutes les aventures de chacun, parce que tous les questionnements, normalement, commencent, les premiers chapitres déjà, sur elle qui arrête de bosser, il démissionne parce qu'il n'en peut plus. Il veut être heureuse. Il veut être heureuse, sans plus. Son travail de bureau ne la rend pas heureuse et il essaie de faire autrement. Et à partir de là, toute une série d'événements, mais vraiment très réfléchi sur le faire. Par exemple, elle, depuis le début, il sait qu'il y a des économies pour vivre pendant un an, donc il faut qu'il se débrouille pour trouver autrement. Il est comme il évolue, et à un moment donné, il ne peut pas payer le chauffage, il ne peut pas payer l'électricité. Donc, c'est rien encore, c'est très terre à terre, quoi. Oui. Dans leur dynamique et ça qu'ils vivent et comment ils se débrouillent, et comment essayer de persécuter ses rêves et aller au-delà, et se battre contre la vie sur une société qui t'impose, comme la société encore plus comme la japonaise, qui c'est un peu un portrait très clair, que si tu ne fais pas partie du groupe, tu es vraiment directement un outsider. Oui, c'est ça.
Et parce que l'appartenance au groupe, c'est une valeur hyper importante dans la culture Oui, japonaise. bien sûr. Avec tout qui ça tient, quoi. Ouais. Même dans les groupes, il ne faut pas que tout soit différent que les ça. groupes. Donc, bon, il y a toute une série de codes qui ne sont pas forcément bons. Il peut avoir son côté bon, je ne vois pas trop, mais on n'est pas si différent que ça sur certaines dynamiques, mais là, c'est comme très codé. C'est très codifié, c'est vraiment la façon de faire. Il habite des deux jeunes et tous les amis qui les entourent, et tout qui ça passe. Il est prenante, mais prenante comme ça pourrait être un souvenir dans notre cas, peut-être celui qui le lit, ça ne l'a pas vécu. Dans notre cas, c'est comme penser quand tu avais 20 ans. On est des vieux maintenant. Je ne me considère pas vieux, mais en tout cas, effectivement, ça reste... On a du vécu. Voilà, ça reste 20 ans en arrière, ça. C'est ça. C'est quand tu dis le chiffre, ça, pam. C'est ça. Et cette partie de rêver, d'aller plus loin, des lumières qui passent, comme il doit réfléchir, la bataille pour la musique, parce qu'on a aussi une sorte de réflexion sur l'art, parce que lui, il est musicien, il ne veut pas accepter, il faut s'affronter à lui-même pour se battre. Quand il explique sur certains chapitres, quand il monte en scène, il devient une autre personne, etc. Et comme ce groupe a aussi les mésaventures du groupe, que pour ne pas accepter certaines règles des codes, ils ne réussissent pas finalement. Juste pour ne pas accepter certains codes, de faire des boulots de merde ou des chansons de merde pour des autres gens, en quelque sorte, c'est exactement ça. Et ça t'emporte sur les voyages de deux, avec des événements, certains très crus, très violents, très. J'ai un passage au milieu que je chialais ma race. C'était vraiment très dur sur les passages. Je ne spoilerai pas du tout pour que celui qui l'a lu, il sache de que je parle. Et qui te surprend, par ailleurs. Et toute cette histoire que tu accompagnes finalement ces deux jeunes dans son histoire, dans sa vie, de jour à jour, avec une finesse de l'auteur qu'on voit bien qu'est-ce qu'il veut nous expliquer, nous montrer, parce que c'est pas du tout manichéen de dire c'est la société bonne ou mauvaise, ou ils sont des rebords, ou ils sont les méchants, ni un ni l'autre. Et vraiment sur un ton gris, on voit bien qu'il est de la partie des jeunes, l'auteur, je parle plutôt, etc. Mais finalement, à la fin du bouquin, il un peu accepte les règles de la société pour vivre. Mais malgré plein de choses qui se passent en tout, et comme les événements chamboulent tous les rapports des relations entre un et l'autre, et comment les propres peurs de chacun ils vont te mettre en perspective et te rendre misérable toi-même. C'est-à-dire que c'est tellement réel ça. Et comme on vit dans cette société remplie de gens, à l'inverse qu'on parlait dans la première partie, rare de là, qu'on parlait dans la première partie dans la série, au contraire, ça, il parle de vivre entouré des gens, mais en même temps seul, quoi. C'est tu es entouré des gens, mais tu es tout seul. Et par exemple, elle, il te parle tout le temps, il n'ose jamais raconter ce qui lui passe à sa mère. Et pourtant, ils ne sont pas forcément en mauvais rapport, mais ils ne racontent rien. Parce que ce soit pour honte, pour pas envie, pour qu'il va l'obliger à les mettre en face de ses propres erreurs, ses propres questions, ou des questions qu'autrement dit, si elle-même essaie de questionner pourquoi j'arrête les boulots, et pourquoi je fais ça, et pourquoi j'ai il aurait mis sur des faits accomplis que sûrement sa mère, il aurait dit mais qu'est-ce que tu fais stupide, et d'un coup il n'aurait pas pris ces risques pour faire des choses dans sa vie intéressantes finalement, même si tout il a coûté un prix. Et c'est une histoire très humaine, encore une fois, c'est une histoire qui me plaît beaucoup, si vous avez suivi un peu les épisodes de tout ce que je parle, c'est de qui touche les émotions, qui parle vraiment de l'intérieur de ce personnage et qu'on les vive avec une sensibilité de l'auteur qu'il est vraiment, je trouve, hyper juste. Si je ne dis pas de conneries, pour Solanem, il avait gagné un titre
D'ailleurs, petit spoil, sans peu importance, sur l'anime, c'est le nom d'une chanson qu'il compose excellent. lui. Ils ont une importance certaine dans les bouquins. D'accord, Et de là qui vient les noms. d'accord. Et que tout ça amène à tout un tas Et les mangas, il y a beaucoup de mangaka qui ont une sensibilité comme ça. Ah. Au, Ben, je pense qu'actuel, comme lui, il y a peu. Parce que, par exemple, les réalisateurs de Your Name et tout ça, il est un peu dans cette dynamique-là, mais Ouais. c'est un peu différent parce qu'il y a ce côté toujours fantastique qui Ouais. vient rajouter. Là, il n'y a pas de côté fantastique, hein, c'est Oui, terre oui. à terre. Hein. Mais il y a pas mal d'auteurs. Là, ça a l'air d'être plutôt mélancolique, mais il y a pas mal d'auteurs japonais qui. Alors, je sais pas jusqu'à quel point ils sont brillants, mais il y a Oui. plein d'histoires comme ça. Moi j'ai la version un peu positive à la maison. Je suis un manga qui s'appelle Hirayasumi. Mhm. Et pareil, c'est un truc, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de fantastique. C'est une tranche de vie, de quotidien de gens qui galèrent dans leur vie, qui sont, comme tu as dit, Oui, outsiders. Et je qui. ne sais pas, costumiste, je ne trouve pas les mots. De quoi? Il y a un mot pour celui qui te raconte des scènes de jour à jour. Punaise, je voulais dire. Dans Hirayasumi, ils appellent ça des friteurs. Mais peut-être que c'est pas le terme qui est employé dans Solanine. Bon, je sais pas, elle est traduite bizarrement. Costumbriste? Non, je sais pas. Pourquoi il est traduit comme ça? Il ne traduit pas. Bon, bref. C'est un mot, ce qu'il explique en espagnol, c'est une sorte de mouvement qui c'est un reflet de la réalité. C'est un point de la réalité qu'il explique ça. Par ailleurs, Inio Asano, il n'utilise pas ça parce que, par exemple, là, forcément, ça m'intéressait et je veux continuer. Comme ma fille, il y a toutes les sagas Pom-Pom, donc je vais commencer par là. Mais Pom-Pom, par exemple, les personnages, il n'est pas humain. Oui. Donc, mais bon, c'est un choix, je pense, absolument volontaire pour te détacher sur certains points. Mais c'est effectivement une façon de montrer, de dire qu'en vrai, il arrivait peut-être, bon, je ne connais pas tant, donc je risque de dire en bêtise, mais tant pis, mais peut-être dans les mangas, il arrivait plus tardivement, mais que par exemple dans le cinéma japonais, Oui. c'est hyper présent. Oui. Mais même dans la littérature. Ouais. Dans la littérature, les romans, c'est beaucoup. Les romans de société japonais sont particulièrement prenants, comme ce que tu décris de Solanine. Bon, bref. Ah, t'arrives pas à trouver? Non, ça me tracasse, c'est pas grave. Je chercherai tout à l'heure. Au début du prochain épisode, tu feras. C'est ça. Pendant que tout commence, Tu regarderas. vite fait. Donc, voilà. À moi, je ne vais pas m'attarder plus, même si c'est une petite chronique, hein, parce qu'en vrai, c'est une histoire à découvrir, hein, à passer quelques heures en compagnie de ces 12 jeunes, hein, que pour la forme, je vais chercher les noms. Et en plus, les dessins sont magnifiques. Hein. Oui. Moi, j'ai beaucoup aimé. Hein, c'est la façon de faire, hein, mais c'est dans le style de l'auteur. Hein, Oui, vrai, c'est hyper fluide, c'est magnifique. Je vais trouver les noms des 12 auteurs, des 12 protagonistes, pardon. Bon, il appellera pas par son nom. Et j'ai de la mauvaise mémoire pour en trouver, donc on va rester comme ça. On va pas faire de temps en silence en attendant ça. Mais en tout cas, en plus, il y a, oui, à niveau dessin, autant qu'on parle, hein, parce que finalement des dessins, il y a un soin très particulier sur la représentation du Japon, de Tokyo. Ouais. C'est vraiment très bien fait au point que il a accompagné, par exemple, la photo qu'on voit ici. C'est clairement représenté dedans, Ouais. hein, en dessin. Un dessin, Complètement dessiné. Les appartements, les endroits, tout qui sont très, 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 très bien dessinés. Hein. Donc, il y a tout un soin très particulier. Si on voit, par exemple, que ça, c'est pas nouveau, hein, parce que même oui. déjà,
je vais dire ça très con comme ça, mais Doraemon, il faisait Oui, très, très bien soin à sûr. ça, par Bien exemple. Bien sûr. Et il prenait hyper soin de ça, mais vraiment, les quartiers. Même Shin-Chan. Oui. Je pense Ouais, que ouais. même Shin-Chan plus que Ouais. Doraemon. Oui, oui. Maintenant, je pense que je pensais plus à Ouais, ça. ouais. Donc, c'est un style. Je ne sais pas si révolution. Je me connais tellement. Je me connais pas tant dans les mangas. En tout cas, personnellement, je trouve hyper bien fait, hyper dynamique. C'est une histoire qui t'a Très, touché. très bien fait dans la façon d'être dessiné. Les portraits des personnages avec les petites différences qui vont bien, pour pouvoir les distinguer, que des fois c'est pas évident. J'avoue que certains mangaka ils sont l'envie de faire tous les portraits très ressemblants. Tu identifies parce que d'ailleurs c'est un des astuces qu'il a été déjà avoué pour certains. Les visages, certains sont tous pareils, ils changent la coiffure, Oui, oui, c'est ça. ils changent les habits pour changer. C'est ça. Je pense que qui avait démontré ça? Je pense que c'était sur Dragon Ball, si tu prenais Ah oui, tous, oui. juste c'était Ouais, la oui, c'est ça. coiffure qui changeait. Après, Toriyama, lui, s'est jamais caché. Hein. Oui. Et s'il pouvait. Le Super Saiyan, tu sais pourquoi il a fait le Super Saiyan? Non. C'est parce qu'il en avait marre de colorier les cheveux en noir, en fait. Donc, en fait, la transformation, c'est pour pas colorier, en fait. Parce que c'était un feignassou, même si c'était un artiste de génie. Mais fait. Et dans une interview, il avait dit qu'il n'avait pas redessiné de manga après Dragon Ball parce qu'il avait perdu son crayon fétiche en fait. Son porte-mine fétiche et du coup il a dit bon ben je dessine plus alors j'ai plus beau de truc. Il a retrouvé. Bon, après avec Dragon Ball il avait tellement bien gagné sa vie qu'il pouvait se permettre de perdre le porte-mine. Hein, C'est ça. Donc voilà, en tout cas, c'est une jolie histoire, émotionnelle, touchante. Venir à passer un bon moment avec ces 12 jeunes qui essayent de construire sa vie malgré eux et malgré tout le monde, hein, finalement, et malgré la société. Et cette histoire que, d'une façon indirecte, il a un peu de rapport à ça que je parlais sur la première partie, sur la façon qu'on nous construit et on nous voit dans la société et qu'on est, et de que, comme on doit se remettre en question ça qu'on est et qu'on donne pour acquis en permanence. Hein. Dans ces cas-là, il parle clairement des rapports au travail, à la maison, l'argent, etc., hein, que c'est jour en jour. Et on serait beaucoup tous plus heureux si on nous mettrait un peu plus en question tout ça. Voilà. Donc, sur ce, si vous les voyez, n'hésitez pas. Allez, à toi. Ça a été court, mais intense. C'est ça. C'est ça qui est bon. Du coup, alors là, moi je change totalement de style. On part sur les. C'est ça. C'est-à-dire que bon, sur la chronique d'avant, on a parlé de seinen. Là, on va parler de shonen. Donc ça va être un peu plus bigarré, comme on dit. Donc on va parler de Spy X Family de Kazuhiro Furuhashi. Donc ça c'est l'anime d'après le manga éponyme de Tetsuya Endo. Donc c'est une série d'action, comédie, de tranches de vie aussi, hein, on en parle même si c'est complètement loufoque. Et pour l'instant, il n'y a que 2 saisons. La saison 1 comporte 25 épisodes qui ont été diffusés au Japon entre le 9 avril 2022 et le 24 décembre 2023. La saison 2 comprend 12 épisodes sortis le 7 octobre 2023. Et dont la dernière diffusion était le 23 décembre 2023. En fait, il me traduisait bien les mots. Ah ouais? Ouais, parce qu'en fait, c'est ça. D'accord. C'est un courant, l'Espagne, c'est un courant pictural qui essaie justement de faire retraiter les us et coutumes du jour à jour. Il s'appelle costumbrismo. Et en français, ils l'ont gardé. Allez, en accent français, costumbrismo. Costumbrismo. Costumbrisme. Non, c'est comme ça. Costumbrismo. Ouais. Ok. Bon, pourquoi, je ne sais rien. Voilà. Ah, écoute. Des coutumes. Voilà, c'est ça.
Pardon, mais si je ne faisais pas ça, j'allais imploser. C'est ça. Mais t'as bien fait, au moins, il faut évacuer. Ça. Donc ils viennent d'annoncer juste avant que, juste avant, quelques jours, il y a quelques jours de ça, ils ont annoncé que la saison 3 était en chantier et qu'elle sortirait, le premier épisode sortira en octobre 2025. Là. Ah, mais toi as vu l'anime, pas les mangas. Ouais, Ok. je parle des animes. Ok. Le manga, lui, est mis en pause pour des raisons indéterminées. Je crois qu'ils en sont au 17e tome ou au 18e tome, un truc comme ça. Et Je suis pas il a sûr. été mis en pause. Peut-être qu'il y a un problème à l'épaule du dessinateur, qui sait. Mais apparemment, aux grandes dames des fans de la série, parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que. Parce qu'apparemment, c'est une pause qui a été annoncée que très récemment, mais ça faisait apparemment quelques mois qu'aucun chapitre n'était sorti. Et là, ils ont officialisé quelque chose qui traînait depuis quelques temps. Avancé. Et pour l'instant, il y a, a priori, du moins hors du Japon, il n'y a pas d'explication de pourquoi l'auteur a mis entre parenthèses une série qui marche énormément. En fait. Sachant qu'on en parlera plus tard que la boîte de production des SPX Family, qu'il a pris des autres, hein, comme par exemple Dandadan, Oui. il est un spécialiste de recruter des jeunes auteurs qui sont un peu à côté de la plaque en fait. Oui. Et que l'éditeur, il y a une touche magique, on va dire, comme ça, pour trouver ce talent et l'exploiter. Donc les mener au bon but. Il a fait ça pour l'auteur des SPX Family, il a fait ça pour l'auteur des Dandadan, pour les mener au succès. Ouais, appelons-le comme ça, ouais. Là où ils veulent, quoi. Oui. Et en plus de tout ça, il y a un film qui est sorti en 2023 au Japon qui s'appelle Spy X Family Code White, qui est visible sur Crunchyroll en France. Il y a aussi un jeu vidéo sur PS4, sur les plateformes. Non, ça c'est sûr. Je me souviens plus du titre par contre du jeu, mais je sais qu'il y a un jeu vidéo. C'est réalisé par Kazuhiro Furuhashi. D'après le manga de Endo, donc le manga qui lui est sorti au Japon depuis le 25 mars 2019 et qui est actuellement en cours, bien qu'en pause. Et le premier tome est sorti en France le 1er septembre 2020 aux éditions Kurokawa, qui publie également One Punch Man en France. Pour l'instant, le mangaka Endo est né en 1980 et il doit sa réputation à Spy X Family, pour lequel il a gagné le premier prix dans la catégorie web manga des Next Manga Awards en 2019 et il est lauréat des 4e Tsutaya Comics Awards en 2020. Et après, comme c'est un jeune auteur il a fait quelques autres œuvres, mais qui se sont même pas sorties du Japon. Il n'y a que Spy X Center qui est sorti, à ma connaissance. Et donc, en décembre de 2024, la version papier du manga, au niveau mondial, Endo a vendu plus de 38 millions d'exemplaires de Spy X Family, ce qui est énorme. Ouais. Pour donner une comparaison, la série Phénomène Dandadan, l'animé là, la partie papier dans le monde s'est vendue pour l'instant à 10 millions d'exemplaires. Ouais. Alors que la série cartonne sur Netflix. Ouais, mais Dandadan aussi, il a eu une grosse erreur des ventes parce qu'il a cartonné au Japon, mais après dans le reste des pays, il a reflotté à cause de l'anime. Et quand l'anime, il a passé... Quand l'anime il est passé, ils ont multiplié par 3. Ils ont multiplié par 3 les ventes avec mais parce que ça a été très mal vendu dedans. C'est ça. Ça a un approche très foutu. C'est une série géniale. C'est une série qui est géniale, d'ailleurs, Dandadan. Donc l'anime est annoncé pour 2022 et il est produit par Cloverworks et Wit Studio. Je fais un petit point sur le réalisateur de l'anime, Kazuhiro Furuhashi, parce que c'est un réalisateur japonais né dans les années 60 et c'est un des plus éminents de sa profession en activité.
Il a commencé dans les années 80 par adapter les mangas de l'auteur de Lamu et de Ranma and Demi. C'est lui qui a fait les séries animées. Donc, Ok. en japonais, c'est Lamu, c'est Urusei Yatsura, où il était chef animateur entre 1981 et 1986. Pour Ranma and Demi, il a été storyboarder et réalisateur d'épisodes en 1989. C'est lui également qui a participé à l'adaptation de Rurouni Kenshin. Donc en France, c'est Kenshin Vagabond entre 1996 et 1998. Il a aussi participé en tant que chef animateur à l'adaptation de Hunter x Hunter entre 1999 et 2001. Et bien d'autres séries, hein. Il y a des séries de légende, hein. Il y a des Gundam, il y a des... enfin, il a une filmographie assez pléthorique. Récemment, il a réalisé la série Dororo, qui est visible sur Netflix. Oui. Et le dernier projet sur lequel il a participé, c'est Spy X Family en 2022. Il a également participé à la direction artistique de 2 jeux vidéo, de Tales of. Il a dirigé le Tales of Rebirth et le Tales of the Abyss en 2004 et en 2005. Et si on prend toutes ses productions, animées, OAV et jeux vidéo confondus, il a participé à plus d'une quarantaine de projets, dont Spy X Family est le dernier projet. Donc de quoi nous parle cette série? Elle se passe dans un univers fictif où une guerre froide entre le bloc de l'Ouest et de l'Est, hein, comme quoi Ouais. sans me faire exprès, je fais un thème. Cette fois-ci, le monde de la série est coupé en deux pour l'instant, hein, du moins sur les 2 premières saisons. Il y a à l'ouest, il y a le pays de Westalis, à l'est, il y a le pays de Ostania. Et donc, c'est une guerre froide fait rage en coulisses, menacer une paix récente et qui est très précaire. Dans ce contexte, Westalis tente de préserver ce qui reste de la paix, hein, et parce qu'en plus ça lui est profitable à elle, hein, parce qu'on comprend dans le sous-texte que c'est eux qui ont gagné, il y a eu une guerre et c'est plutôt Westalis qui l'a gagné, donc les accords de paix sont favorables à Westalis. Et donc ils agissent en sous-main pour mettre à bas les groupuscules extrémistes ostaliens qui, eux, se sentent floués et désirent déclencher un nouveau conflit pour rééquilibrer un peu les forces, voire les inverser. Les autorités pacifistes, donc entre guillemets, décident d'envoyer leur meilleur espion en territoire hostile. Cet agent a pour surnom Twilight, qui est un espion du WISE, c'est l'agence de renseignement de Westalis. Il est réputé pour ses aptitudes au combat, pour sa mémoire analytique et synthétique, pour son art de la dissimulation. Il peut changer de visage à l'aide de masques plus vrais que nature, un peu comme dans Mission Impossible. Tous ses talents seront bien peu face à la tâche qui lui est confiée, puisqu'on lui donne en main, on lui donne les clés de l'opération Strix, qui a pour but de se rapprocher de Donovan Desmond, un politicien extrémiste ostanien, afin de contrecarrer ses plans. Cependant, l'homme Donovan est excessivement prudent et il s'avère que la seule façon d'entrer en contact avec lui, c'est par le biais de l'école prestigieuse où son jeune fils et son grand-fils vont, à l'école d'Eden. Donovan participe chaque année à la réunion des parents d'élèves, mais c'est pas les réunions de parents d'élèves basiques, c'est celle des Imperial Scholars, qui est la haute caste des étudiants de cette école. Donc Twilight prend alors l'identité de Lloyd Forger, un psychiatre fraîchement recruté par l'hôpital de Berlin, ce qui est la capitale d'Ostania. Il doit également adopter du coup un enfant pour l'inscrire à l'école d'Eden. Et c'est pas le conduirant dans un orphelinat peu regardant sur les conditions d'adoption, hein, puisque on lui donne. Il va dans un orphelinat un peu délabré, où le tenancier
de l'orphelinat. Bon, c'est un gars un peu bourré, il dit quel enfant vous voulez, il lui donne l'enfant. Bon, c'est un shonen, hein, voilà. Ouais. Et donc, il décide d'adopter la petite Anya, une petite fille de 5 ans qui a la capacité de lire dans les pensées suite à des expériences qu'elle a vécues malgré elle, mais qui reste toutefois une enfant joviale, naïve, n'aimant pas faire ses devoirs et prononçant mal les mots. Ça, j'ai trouvé ça excellent, parce qu'ils ont... Que ce soit le doublage japonais ou le doublage français, elle se trompe dans les syllabes, enfin, c'est trop mignon en fait. Et le dernier problème qui reste à régler, c'est que l'école exige qu'il y ait 2 parents pour que l'inscription soit validée. Et là, pour l'instant, au début de l'histoire, Lloyd, c'est un papa seul. En fait. Et donc, il décide de rechercher la femme idéale, entre guillemets, hein, et il va faire la rencontre de Yor Brayar, une des rares personnes ayant été capable de se glisser dans son dos sans qu'il ne s'en rende compte. Yor est une employée municipale classique, hein, elle travaille dans les bureaux, mais qui a une identité secrète du nom de Princesse Ibarra, qui est une tueuse à gages redoutable. Elle est même plus forte que Lloyd au combat au corps à corps. Elle a également besoin d'un mari de son côté, un mari de papier, car elle risque d'être dénoncée pour espionnage, hein, puisque, ça c'est dit dans la série, une femme de plus de 25 ans célibataire en Ostania, c'est suspect. Ouais. Bon, c'est shonen, hein, rappelez-vous. Hein. Ouais. C'est caricatural au possible. Ainsi commence donc l'opération Strix et la vie de cette famille composée de briques et de broc qui va apprendre à se connaître et tisser des liens très forts, notamment avec la petite Anya. Le quotidien familial prend de la place, mais Lloyd et Yor continuent leur activité en parallèle et leurs missions respectives. Seule Anya connaît tous les tenants et les aboutissants de l'histoire, étant donné qu'elle lit dans les pensées et de Lloyd et de Yor. Elle tente alors d'aider maladroitement ses 2 parents, tout en essayant de masquer, de cacher son secret, de peur qu'elle doive retourner à l'orphelinat en fait. Elle fait également de son mieux à l'école, malgré sa profonde aversion pour les devoirs et pour l'école. La course au Stella est lancée et il ne faut pas mal se comporter et éviter de récolter des tonitos, car au bout de 8 tonitos, c'est des mauvais points, on est exclu de l'école. L'opération Strix est plus que périlleuse. Donc ça, c'est le pitch de la série. Et donc la série nous montre une histoire familiale avant tout. Et c'est en ça que moi ça m'a beaucoup plu, même s'il y a le côté loufoque, humour qui est vraiment génial. Spy X Family regorge d'ailleurs de scènes d'action réalisées de main de maître. Les combats sont dynamiques, l'animation est assez bien foutue. Et les chorégraphies des combats sont vraiment, c'est vraiment stylé, quoi. Les scènes d'action, on est à fond dedans. C'est pas les animations. On voit bien le geste, quoi. C'est très fluide. On voit la puissance des impacts. Enfin, c'est vraiment très bien fait. C'est pas le dernier Dragon Ball. Non, exactement. Bon, quoique Dragon Ball Daima, c'était quand même pas mal. Ok. Bon. C'était quand même pas mal. Pas vu, donc je peux pas opiner. C'est pas ultra brillant, mais la réalisation du moins était belle. Des sujets, malgré le côté humour qui prend quand même pas mal le dessus, des sujets sensibles sont abordés. Hein. Donc il y a la guerre et ses horreurs forcément, il y a l'abandon, la solitude, les drames de vie, hein, puisque chaque personnage, là encore, même si c'est beaucoup plus édulcoré que les autres œuvres dont on vient de parler, ils ont un vécu, on sent un poids sur les épaules qui font qu'ils sont là où ils en sont aujourd'hui. On va critiquer aussi un peu la politique forcément, et là encore on parle d'expérience sur des êtres humains ou des animaux. Il y a des sujets quand même assez sensibles qui sont abordés. De même que
de même que la vision d'une société, comme on dit, hein, d'une femme célibataire qui est suspecte parce qu'elle est célibataire. Enfin, je veux dire, c'est une critique. C'est une critique d'un gouvernement qui se perd dans la dictature quelque part. C'est tellement loin de la réalité. C'est ça. Le temps reste pourtant très axé, comme je vous l'ai dit, sur la comédie loufoque. Ça reste un shonen très coloré. Si Lloyd et Yor sont très charismatiques, c'est des personnages qui en imposent, Anya est la véritable héroïne de cette histoire. Nous suivons son quotidien quelque peu déjanté, hein, shonen oblige, à l'école ou avec sa famille. Hein. Nous voyons les différents personnages tisser des liens de plus en plus forts avec une vraie intelligence d'écriture. Hein. La série a un fil rouge, hein, c'est l'opération Strix où on essaye de se rapprocher de Donovan, mais ça reste chaque épisode, même des fois s'il y a deux petites histoires dans un même épisode, ça reste une suite de petites histoires au gré des différentes missions ou mésaventures de Lloyd, de Yor ou encore de Anya et de sa vie scolaire. On part souvent dans des délires improbables mais délicieux, notamment au tout début quand Anya est acceptée à l'école. Pour la féliciter, on lui dit qu'elle a carte blanche et elle veut reproduire un épisode de la série animée qu'elle suit. Et donc Lloyd se retrouve à privatiser tout un château pour organiser un faux enlèvement où lui est obligé d'aller se battre contre tous ses collègues pour libérer Anya. Enfin, c'est un truc délirant au possible, mais super bien fait. Là encore, tous les personnages sont bien écrits malgré leur côté un peu too much. Ils s'intègrent parfaitement à cet univers, hein, qui lui aussi l'est. Mention spéciale au chien Bond, que Anya appelle Toutou Gros, qui est capable de prévoir l'avenir. C'est un chien qui est capable de prévoir l'avenir, mais reste un chien froussard. Hein, ça reste un chien, c'est-à-dire qu'il peut pas vraiment communiquer. Donc il n'y a que Anya qui le comprend parce que Anya arrive à lire dans ses pensées. Sinon, des fois, il se retrouve à promener avec Lloyd ou avec Yor. Et lui, il essaye de les prévenir, mais c'est un chien en fait, donc il aboie et des fois il baisse la tête parce que personne ne le comprend. Et si c'est trop dangereux, il a tendance à se cacher, sauf quand c'est Anya qui est en danger. Donc la relation qu'il a avec la petite est touchante au possible d'ailleurs. Et donc pour donner mon avis, hein, c'est d'ailleurs le mot que je vais retenir de cette série et qui l'a défini le mieux pour moi, c'est touchant. C'est le mot touchant en fait. C'est ce qui m'a le plus marqué hein, dans ces 2 premières saisons. C'est ce lien familial naissant et semblant pour l'instant inconditionnel. Hein. Je sais qu'il y a plein de fois où j'ai fini les épisodes avec le sourire un peu béat aux lèvres, tant certaines scènes peuvent être mignonnes, voire émouvantes. Hein. L'AVF, là encore, j'essaye toujours les deux. L'AVF est de très très bonne facture pour une série récente, notamment la voix de Anya et la voix de Yor, qui sont vraiment exceptionnelles, je trouve. J'avais pas apprécié une VF autant depuis Cowboy Bebop. Et ça remonte, hein, parce que Cowboy Bebop, c'était fin des années 90, début 2000. C'est ça. Où là, la version française était vraiment une masterclass parce que toutes les voix, c'était des voix iconiques, en fait. Et de gens qui jouaient très très bien leur personnage, que ce soit la voix de Spike, de Faye, même de Ed, la petite, où là la doubleuse française, elle y va bien quoi. Et bien là, la version française n'a rien à envier à ça, selon moi. Vous en ferez votre idée si vous y risquez. Et si ce n'est déjà fait, moi je vous invite à aller rire, à vous émouvoir ou à vous battre aux côtés de ces 3 personnages très attachants. Ça peut parfois paraître léger, mais on passe un excellent moment en compagnie de ces personnes qui sont super. Et j'ai comme mot à dire, moi, c'est vivement la saison 3. Ouais, ben c'est cool. Bon, moi, c'est-à-dire, je connais pas. On a tellement vu passer d'images que oui, on sait de quoi on parle. Mais j'avais les références justement pour dedans. C'est les mêmes producteurs, je ne sais pas si c'est éditeur, producteur. Éditeur, ouais. Mais parce qu'ils sont plusieurs boîtes d'après ce que j'ai vu.
qu'il avait motivé les auteurs à travailler là-dessus, les mêmes, que l'auteur de Dandadan, il était au bout du gouffre, en fait. Et puis, il me semble, hein, si je dis pas de conneries, mais que les deux auteurs de Spy X Family et de Dan Da Dan ont travaillé un temps sur One Punch Man aussi. Ou j'ai peut-être mal lu. Ou que je sais, c'est que l'auteur de Dandadan, il a travaillé sur Spy Family. Ça, c'est sûr. C'est ça. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, c'est ouais. parce que, Non, en mais, fait, quand c'est moi qui confonds. il a intégré l'éditorial, il a commencé parce que son rôle, c'était Oui. des designers secondaires. Encore Oui. une fois, il y a le nom, Oui. mais c'est les mangaka qui viennent aider à produire, Oui, des oui, pages, oui, etc. Et lui, il voulait faire ça. sa propre histoire. Non, mais c'est ça, c'était pas One Punch Man. Mais c'est il ça. n'arrivait pas à décoller. Ouais. Et en plus, quand il a pondu l'histoire de Dandadan, il a dit c'est mon dernier essai. Oui, littéralement, il a dit c'est mon dernier essai. Si ça marche pas, j'arrête. Tant mieux c'est pour fini. lui que ça marche. Oui, non, mais ça a déjà marché. Pour lui, Ah oui, mais au Japon, ça a déjà marché. Oui, etc. mais même là, c'est en train de marcher. Là, il y a en Europe ou ailleurs du c'est en Japon, train ça, de se lancer ça grâce a à la été série. très mal vendu. Ouais. Donc, bon, il y a des compléments parce qu'ils sont considérés que ça vendrait très facilement, Ouais. etc. Mais Et puis l'éditeur en France, c'est Crunchyroll, Oui. j'ai vu. Et bon, c'est des éditeurs qui débutent, quoi. Donc peut-être qu'ils n'ont pas la force de frappe ouais, pour le manga papier, je parle. mais, oui, mais par exemple, justement, l'adaptation en anime, encore on parle d'Andadan, on va parler SPX après. Dandadan, c'est l'adaptation même l'adaptation anime, il n'a pas marché. Hein. Il a marché maintenant que c'est Netflix qui a racheté les droits. C'est ça. Parce que la première adaptation, que c'était Crunchyroll, si je ne me trompe pas, qu'il avait fait. Mais en fait, c'est Crunchyroll qui le diffuse officiellement, mais il a cédé ses droits à. Parce que là, maintenant, Dan, tu le trouves sur. Ouais, non, tu le trouves que sur Netflix. Non, mais là, la nouvelle saison, c'est Netflix qui l'a produit. Ah, il l'a racheté, d'accord. Ah oui, c'est sûr que c'est Netflix qui l'a produit. Oui, et là, ils l'ont annoncé il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, la saison 2 de. Oui, mais parce que ça avait été arrêté. La série que maintenant, il a bombardé à cause de Netflix. Ouais. Il était sorti en vrai il y a 2-3 ans. Oui, c'est ça, ouais. Il s'est arrêté parce que ça n'a pas marché. Ouais. Et c'est maintenant que ça a repris un peu. Bon, des fois, il faut les coups de bol, ça arrive comme ça. Mais les mangas, il avait vraiment cartonné au Japon. Au Japon, ouais. Et ici, ça m'a vendu. Il y avait encore très what the fuck, il y avait un côté un peu trop manga sur culotte. Ouais, ça c'est historique. Oui, non, mais. Il faut à poil tout le monde, hein, pas que les filles. Hein. Oui, les garçons, tout le monde finit à poil dans cette série. Tout le monde finit à poil. Les habits sont en papier mâché en fait. Dan. Il n'y a pas que ça, mais bref. Mais il y a un portrait juste, etc. Et apparemment, je pense que pour SPX Family, c'était un peu les mêmes cas, parce que je m'en souviens que quand les gars, à la base, encore on parle d'Andadan, pour être clair, mais je sais que ça ne fonctionnait pas pour SPX. En fait, il avait dit au début, il voulait faire un shonen des filles. Il voulait qu'il n'y avait pas de personnages masculins sur Andadan. Donc l'éditeur a dit non, les publics, attention. Donc c'est là qu'il a rajouté un personnage en gamin. Mais à la base, c'est pour ça que les personnages féminins, ils sont plutôt puissants. Oui. Et mais c'est bien en plus. Oui, bon, après, il y a certains qui disent que c'est un type de personnage, même shonen aussi. Même dans Spy Family, le personnage de Yor, mais justement, c'est là où je fais parallèle, parce que j'avais lu qu'en fait, l'éditeur, il avait dit attention, avant d'écrire ça, si tu veux vraiment écrire ça, il faut que tu sois conscient. Il a fait lire les mangas, que je ne m'en souviens pas comment ça s'appelle, que c'est des mangas écrits pour des mangas, pour des autrices japonaises. Oui. Ils sont des mangaka dits pour filles, etc. Oui. Mais c'est toujours écrit pour des femmes. Oui. Il a s'est bouffé toutes les couleurs et tout pour bien écrire les personnages, pour ne pas tomber dans les clichés, pour ne pas tomber dans les manichéens, pour ne pas tomber dans les male gaze, etc. Et après, bon, la touche culotte. Mais bon, déjà, sur un personnage que c'est une vieille qui parle toujours de cul, c'est déjà génial ça. Oui. Bref, mais d'après ce que j'avais lu, il avait eu à peu près un même procédé
quand l'auteur l'auteur de Spy, de Spy X, il a dit attention, pour écrire les personnages, il faut vraiment que tout imprègne bien de l'essence. Je ne veux pas que tu m'écris des personnages comme ça à l'arrache. Ouais. Il apparemment, je ne l'ai C'est- pas vu, hein, Non, non, mais mais, apparemment, ils sont des c'est bien personnages qui écrit. sont bien écrits. Parce que autant, Lloyd, il est génial aussi. Ils sont tous géniaux, mais moi, les deux personnages qui m'ont le plus marqué, bon, il y a Yor en premier, parce que Yor, Ouais. elle est vraiment bien écrite parce qu'elle a ce côté un peu naïf et en même temps, c'est une, elle est, elle est forte, elle est Ah ouais, forte et c'est trop à gâche. elle a ce côté un peu, à gâche. et en plus, ça match de suite avec la petite Anya, donc elle la protège, elle entraîne un peu même. Ouais. La petite Anya, elle est toujours parce qu'elle n'a pas du tout la force de Yor, donc des fois elle lui montre comment il faut faire, donc elle envoie une balle, elle casse 3 arbres, et elle regarde comme ça. Enfin, c'est vraiment super. Bonjour, c'est mignon. ouais, juste pour la forme. C'est mignon, c'est mignon. Et comme ça, on arrive à la fin de cette deuxième partie. Et ouais, Donc, je pense qu'on est assez équilibré. Ça va faire deux parties de 40-50 À peu près, minutes, ouais. etc. On va voir, on va faire cet essai, on va la sortir en deux coups. Et la suivante, on verra si ça fonctionne pas. c'est ça. Après, Admettons. donc on continuera à parler, hein, tant pis. Hein. Ah oui, tout à fait. Dans tous les cas, merci à tous ceux qui sont arrivés jusqu'à là. Et sur ce, on vous dit à bientôt. plus. Et cette fois-ci, c'est les mots de la Ouais, fin, le parce mot que de c'est la la deuxième partie. C'est ça, fin de deuxième partie. N'oubliez pas que la BIM vous regarde aussi. Allez, à bientôt. À bientôt, au revoir. Ciao.